Hochkopf, le 10 août 1865. Au cours de la pénible ascension, mort de fatigue, j'ai regardé plein d'impatience en direction du sommet. Mon regard rencontra alors, s'élevant au-dessus des montagnes, la première étoile scintillée de tout son éclat. Je l'ai prise pour l'étoile du soir et l'ai saluée à haute voix, ma Cosima. 13 août. Malade et misérable, gros rhume, fièvre. Seul ici, je ne peux pas bouger. Je voulais alors au moins écrire une ligne dans le carnet. Me plaindre à toi devrait m'aider. Nous verrons, je l'espère. Ah, comme l'homme est misérable, même le ciel est brouillé. 14 août. Cette belle correspondance est due seulement à notre longue séparation. Mais maintenant, j'aimerais tant bavarder avec toi. Ah, femme bien-aimée, mais que le monde est terrible. Août 1865. À Munich, Richard Wagner connaît à nouveau des jours sombres. Et pourtant, rien n'aurait pu laisser supposer qu'un tel trouble agite l'esprit du compositeur, le replonge dans la maladie et le rende sombre et malheureux. Car depuis un peu plus d'un an, Wagner vit sous la protection du roi Louis II de Bavière. À peine accédé au trône, le jeune monarque fait appeler auprès de lui, à la cour de Munich, son héros de compositeur qui, par les poèmes et la musique de ses opéras, berce ses romantiques rêveries depuis son enfance. Wagner, dont le train de vie est assuré par la protection de son royal mécène, retrouve alors pour un temps le goût de vivre, le goût de composer. Au théâtre de la cour, il va enfin pouvoir créer Tristan et Isolde, drame lyrique exalté et passionné sur fond d'amour et de trahison. La musique de Tristan remporte un triomphe. Après tant d'années d'errance et d'incertitude, Wagner espère que désormais, rien ne pourra plus s'interposer à la réussite de ses projets. Cependant, un autre drame, bien réel celui-ci, se joue dans l'intimité du compositeur, sur les réminiscences des élans enflammés de la musique de Tristan et Isolde. Car en secret, Wagner est passionnément amoureux et l'objet de son amour a pour nom Cosima. Mais Cosima, qui n'est autre que la fille de son ami Franz Liszt, ne peut lui témoigner ouvertement son amour. Un amour pourtant déjà partagé, mais dans le plus grand secret. Car Cosima est déjà mariée. Elle est l'épouse du chef d'orchestre Hans von Bülow. Richard et Cosima s'aiment. Et à Munich, dans les salons de la Villa de la Brillerstrasse, les deux amants osent braver l'interdit. L'affaire éclate, relayée par la presse de l'époque qui multiplie à foison dans les gazettes locales caricatures et pamphlets à l'encontre du malheureux trio. Afin de mettre un terme à ce scandale, Franz Liszt décide d'emmener Cosima à Pest. Il doit en effet y assurer la création de son oratorio La légende de Sainte Élisabeth. Sans doute espère-t-il faire entendre raison à sa fille et ainsi sauver son mariage. Le père, sa fille et son malheureux époux partent donc pour la Hongrie au début du mois d'août 1865. Sachant qu'ils vont être séparés, Cosima remet à Wagner un épais carnet relié de cuir brun. Celui-ci constituera le seul lien pouvant réunir les deux amants que tout oppose. Durant cette séparation qu'il pressente longue, Richard devra consigner ses pensées sur les pages du carnet, Cosima espérant les lire plus tard. Wagner, malheureux, resté seul à Munich, finit par accepter la proposition de Louis II de se retirer quelques jours à l'abri des regards indiscrets dans son refuge du Hochkopf, chalet de montagne surplombant le Walchensee. C'est ainsi qu'à partir du 10 août 1865,
Richard Wagner prendra l'habitude de consigner jour après jour ses pensées dans le carnet brun. Bien que d'humeur sombre et profondément affaibli, grâce à cette parenthèse alpestre, Wagner se remet au travail, celui qu'il chérit le plus, l'écriture et la composition de ses drames musicaux. De retour à Munich, après une semaine passée au Horkopf et afin de répondre aux souhaits du roi, Wagner rédige d'une traite, sur près de 20 pages, la première esquisse en prose du poème de Parsifal, ébauche remarquablement détaillée du drame qui sera créé en 1882 sur la scène du Festspielhaus de Bayreuth. Wagner enverra une copie de ce texte à Louis II de Bavière au château de Hohenschwangau à l'occasion de son anniversaire, ce qui comblera le roi de bonheur. Profondément affecté par la disparition de son ami, le ténor Ludwig Schnorr von Carolsfeld, créateur du rôle de Tristan à Munich, Wagner rédigera dans le carnet brun un texte dans lequel l'émotion du compositeur est palpable à chaque ligne. Il y est retracé dans une sorte d'hommage à l'artiste colossal la relation extraordinaire qu'il y a les deux hommes. Le texte, Souvenir sur Ludwig Schnorr, sera par la suite publié légèrement remanié dans la Nouvelle Gazette musicale au mois de juin 1868. En novembre 1868, Cosima obtient le divorce de Hans von Bülow. Plus rien ne s'oppose désormais à ce qu'elle rejoigne Richard Wagner dans sa nouvelle propriété de Tribschen près de Lucerne, au bord du lac des Quatre Cantons où il a élu domicile. Richard et Cosima sont enfin réunis. Une nouvelle page se tourne. Les jours sombres font enfin place au moment de bonheur partagé. Le carnet brun aurait alors pu disparaître du quotidien de Richard Wagner, puisque de fait il avait perdu son but premier. Néanmoins, comme il s'y était profondément attaché, Wagner ne s'en séparera plus. Et jusqu'à ses derniers jours, le compositeur continuera d'y consigner toutes sortes de pensées, des ébauches pour de futurs drames, des poèmes et des esquisses musicales. Ce volume hors du commun qui retrace le quotidien de Wagner de 1865 à 1882 peut sans aucun doute être considéré comme l'objet le plus intime du compositeur. Véritable trésor, le carnet brun offrira au lecteur, au gré des pages qu'il tournera non sans émotion, des inédits de l'œuvre en prose du maître de Bayreuth, tels que une préface pour la 2e édition de son essai Opéra et drame dédié à Constantin Franz, des poèmes dont la plupart élogieux sont dédiés au roi, ou bien des sonnets satiriques tels que ceux composés à l'intention de David Strauss, mais également la toute première ébauche de son futur essai qu'il rédigera à l'occasion des commémorations de la naissance de Beethoven en 1870. De cette esquisse initialement intitulée Beethoven et la nation allemande ne subsistera que Beethoven. Des ébauches pour des comédies à caractère léger telles que Les Noces de Luther, ou violemment pamphlétaires comme La Capitulation, écrite à l'occasion de la défaite de l'armée française en 1870, Revanche, sous forme de comédie douce amère sur ce Paris qui jamais ne voulut de lui. Une quantité considérable de notes, rassemblées sous le titre d'Annales et destinées à la rédaction de son autobiographie. Mais aussi quelques esquisses musicales inédites, telles que ce thème pour Roméo et Juliette, 4 lignes de portée musicale que le compositeur, dit-on, reprit lorsqu'il composa la marche funèbre du 3e acte de Parsifal. À la mort de Richard Wagner, le carnet brun fut tout d'abord jalousement conservé par son épouse Cosima. Plus tard,
elle le remit à sa fille Eva, contre la promesse d'en prendre le plus grand soin et d'en protéger le contenu des regards malveillants. Consciente de la valeur inestimable de ce témoin direct de la vie de son père et des trésors qu'il contient, Eva fit don, à son tour, du précieux volume à la ville de Bayreuth en 1931. Le carnet brun est depuis conservé au sein du département des archives du musée Richard Wagner de Wahnfried, dernière demeure du compositeur. Outre la quantité de trésors inestimables que cet ouvrage recèle, on évoquera avec une certaine émotion les toutes dernières lignes écrites de la main de Richard Wagner dans le carnet brun. Celles-ci ont pour titre « Du masculin et du féminin dans la culture et l'art ». En les parcourant, pourrait-on douter un seul instant du caractère profondément humaniste de Richard Wagner, douter de sa foi en la valeur de l'amour, éternel rédempteur? Une culture et un art ne peuvent être parfaits que s'ils résultent de l'abolition de la division de l'union du masculin et du féminin. Union parfaitement harmonieuse. Platon, sa conception de l'État pleine de défauts est parfaitement impossible. L'erreur de Platon ne doit pas nous empêcher d'aborder les problèmes qu'il a si clairement soulevés. Et par conséquent, nous devons reconnaître avec une certitude absolue que les unions sans affection réciproque ont été nuisibles plus que toute autre chose à l'humanité.